Bon, petite vidéo rapide. J'ai sorti le gilet jaune pour pousser un coup de gueule au vu des événements qui se produisent en France actuellement. La France qui est gouvernée par le chaos depuis maintenant, on va dire 7 ans, depuis 2015 avec les attentats terroristes, puis la pseudo-crise sanitaire, la fausse pandémie de 2020 et maintenant les émeutes et un risque de guerre avec la Russie. Je vais en parler tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre mon gilet jaune, parce qu'on a réélu 2 fois le même malade corrompu de la banque Rothschild à la tête de l'État français. Il faut bien du coup que je mette un vêtement de contestation contre cet état de fait qui m'attriste et me met en colère. Mais la tristesse et la colère sont souvent assez liées. Bon, la première actualité, Macron, il y a quelques jours, très récemment, peut-être 2-3 jours, a annoncé, en marge de l'inauguration, de la construction d'un nouvel hôpital militaire à Marseille. Donc c'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas un porte-avions, c'est pas la déclaration d'une augmentation du budget alloué à l'armée. Non, là, c'est la construction d'un hôpital militaire. Donc, qui a une certaine fonction quand même l'hôpital militaire. Donc, effectivement, ça a tendance à préparer un peu plus à une guerre quand même aussi. Et en marge de cette inauguration, notre cher malade président de la République a parlé de préparation de la France à une guerre de haute intensité. Il a dit, je cite, qu'il voulait préparer la France à une guerre de haute intensité. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, des scénarios qui ont été pilotés par la direction, aussi des exercices auxquels plusieurs d'entre vous ont pu contribuer d'une guerre de haute intensité qui peut revenir, il est clair que votre hôpital jouera un rôle clé en cas de guerre de haute intensité pour pouvoir accueillir plus de militaires en opération qui seraient frappés par des blessures très graves. Ce qui veut dire qu'il prépare la France à une éventuelle guerre mondiale contre l'axe, en gros, sino-russe, hein, contre les Chinois et les Russes, quoi, pour faire simple, contre la Russie et ses alliés, contre la Russie et ses alliés. Donc lui, le petit Emmanuel Macron, qui par ailleurs fait un métier de pute, pour avoir travaillé en tant que banquier chez Rothschild. C'est quand même un métier de pute. Veut, sous l'égide de la clique Biden et de l'OTAN, faire la guerre à la Russie. Mais là, il nous prépare mentalement à ce que ce soit plus une guerre, on va dire par proxy, enfin une guerre, on va dire indirecte sur le sol ukrainien, mais peut-être là, pour le coup, une confrontation directe, une guerre de haute intensité. Guerre de haute intensité, c'est typiquement les deux armées qui s'affrontent, quoi. C'est l'image de deux armées qui s'affrontent et qui s'en mettent plein la gueule jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à l'anéantissement presque, enfin pas l'anéantissement, mais en tout cas on va dire l'abandon, la défaite du camp adverse, quoi. Le modèle, c'est la guerre mondiale. Donc on met tous les moyens sur la table et on essaie de faire le rouleau compresseur face à l'adversaire. Donc c'est très grave. Moi, je refuse catégoriquement, en tant que citoyen français, que nos soldats, notre armée, servent de chair à canon, comme cela a été le cas, malheureusement, lors des 2 précédentes plus grandes guerres de l'histoire moderne, à savoir les 2 grandes guerres mondiales du XXe siècle. J'ai vu en mars, je crois que c'était en mars, que l'armée française avait effectué une opération qui s'appelle l'opération Vakri, qui est une opération de grande ampleur, un test presque grandeur nature réelle, pour tester l'armée française, quoi, en gros, à tous les niveaux, hein, sur les terres, sur la mer et dans les airs.
Moi, cela m'inquiète beaucoup. Si il n'y avait pas toutes ces déclarations présidentielles en marge de l'inauguration d'un hôpital militaire, Nous sommes en guerre. pour nous préparer mentalement, s'il n'y avait pas toute cette ambiance de guerre avec l'affaire ukrainienne, j'aurais trouvé ça à la limite très bien que l'armée française se teste, s'entraîne avec une telle opération. Mais là, c'est pas le cas. D'autant plus que c'est vouloir mener une guerre complètement illégitime, parce que je suis désolé, mais dans l'affaire ukrainienne, la Russie a raison. Poutine a eu raison, et Poutine a prévenu que l'Ukraine était sa ligne rouge. Il l'a dit à maintes reprises. S'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. L'OTAN, encore une fois, je répète, faut répéter les choses, hein. L'OTAN, enfin, les Américains avaient promis à la Russie que les Américains n'avanceraient pas plus loin l'OTAN, en gros l'organisation du traité Atlantique Nord, vers les frontières de la Russie. Enfin, ils n'allaient pas grignoter les territoires post-soviétiques, quoi, en gros. La promesse ferme de ne pas élargir l'OTAN, celle qui était obtenue par l'équipe dirigeante précédente, s'est transformée en un sale mensonge. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont fait de l'ingérence. Et ils ont entraîné en plus un régiment en Ukraine qui s'appelle le régiment Azov, qui est un régiment néo-nazi. Super. À qui on envoie les armes. Encore une fois, je répète, hein, cette espèce d'alliance du monde anglo-saxon judéo-protestant, symbolisée notamment par en plus un président ukrainien qui est juif. C'est juste insupportable! Et cette armée de néo-nazis fanatiques complètement fou, quoi. De fou, quoi. Voilà à qui on envoie les armes au passage. Hein, toutes nos armes. Mais bon, faut... Mais effectivement, oui, du coup, vu qu'on envoie toutes ces armes-là en Ukraine, maintenant, il faut bien renforcer l'armée autrement, quoi. Il faut bien... Voilà. Pour une guerre qui est illégitime et qui est de toute façon perdue. Hein. La Russie va gagner. Hein. La Russie va gagner. Sur le sol ukrainien, elle a déjà gagné. On a vu avec l'échec cuisant de la contre-offensive ukrainienne. Et comme une actualité se rajoute à une autre, qu'est-ce qu'il y a? Une ambiance de guerre civile en France. Une ambiance de guerre civile. Qui profite à qui? Toujours au pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir oligarchique a cette fâcheuse tendance à vouloir faire monter les uns contre les autres les gens du peuple. Parce que malgré tout, les racailles de banlieue, ça a beau être des racailles. Ils font partie du peuple français malgré tout, hein, même si voilà. C'est pas la majorité française, la majorité des Français prolétaires qui travaillent et qui souffrent des politiques macroniennes et de l'économie néolibérale. Donc, il y a cette tendance du pouvoir à vouloir essayer de mettre un petit peu d'huile sur le feu avec des émeutes, voilà. Et en cela, les racailles du bas, les racailles de la banlieue, les racailles en survette, qui font des wesh, des walla, des eubis, machin, ces racailles-là, elles sont alliées aux racailles du haut, les racailles en costard,
les mafias terroristes des États occidentaux, symbolisées par Emmanuel Macron, président en costard, qui faisait des affaires dans la banque Rothschild en tant que banquier d'affaires, ce métier de pute, comme le dit cet autre oligarque qui est Alain Minc. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Voilà, donc ne nous laissons pas happer par les pièges du pouvoir, qui mettent en avant en plus une certaine droite identitaire avec Zemmour, et son pendant de gauche avec la France Insoumise. Donc voilà, pour un petit peu exacerber les tensions, quoi. On va avoir d'un côté la droite identitaire qui va vous dire « Ah bah vous avez vu, ces Noirs et ces Arabes, nanana, nanana, ces anti-français, etc. » Et dans un sens, pour le cas des racailles, ils auront assez raison, même si en fait Zemmour prête à ces racailles en fait une tendance et une vision politique qu'ils n'ont pas. En fait, eux, ce qu'ils pensent juste, c'est casser des trucs. Voilà, c'est du pillage. Comme le dit Alain Soral, ils pillent d'une certaine manière ce que les bourgeois finalement qui nous dirigent pillent d'une autre. Donc il y a bien une alliance entre les racailles du bas et les racailles du haut, parce que qui va payer les frais, on va dire, de ces pillages et de ces émeutes, ça sera les gens du peuple, honnêtes, travailleurs, les gilets jaunes. Voilà, qui n'ont rien demandé. Donc ne nous laissons pas avoir ni par le discours de la France Insoumise d'un Jean-Luc Mélenchon qui va dire la police, en gros, à tort, nous vivons dans un état de racisme systémique. Enfin bon, lui il est pas woke, mais de tout ce discours de gauche là qui veut nous faire avaler ses couleuvres. Ne nous laissons pas avoir par ce gauchisme qui veut que finalement la racaille de banlieue qui est en train de foutre le bordel, c'est une victime. Et ne nous laissons pas non plus avoir par ce discours tout aussi dangereux de l'extrême droite identitaire, de ces droitardés zémoristes à la sauce Kipacito. Mais la tolérance, c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus. Qui veulent nous vendre la guerre civile, en fait. Hein, et le modèle israélien, hein, pour mater en fait cette colère vide. Je suis désolé, mais c'est une colère vide des banlieues. Voilà. Ne nous laissons pas faire, parce que bon, je connais les Daniel Conversano qui disent que la France devrait prendre le modèle sur Israël, sous-entendu devrait mater les racailles comme l'armée israélienne mate les Palestiniens. Limite quand même. Hein. Non. Moi j'ai une position beaucoup plus nuancée et je pense juste de la chose. J'ai une position soralienne en fait. J'ai la position égalité-réconciliation. Si vous voulez savoir exactement ma position, vous allez sur ER. Vous lisez le discours, le texte d'Alain Soral. Très récent là qui est sorti aujourd'hui sur le site d'égalité et réconciliation, et vous verrez quelle est ma position. Elle est très simple. Elle est très simple, elle est toujours tournée contre l'oligarchie mondialiste et contre les causes justement de cette ambiance de guerre civile qui a été fomentée par la gauche, par toute la sphère de l'antiracisme et par l'immigrationnisme donc des pouvoirs publics. Je me permets une petite incise à cette vidéo déjà trop longue, donc c'est pas très grave, vous m'en voudrez pas, pour ceux qui sont encore restés jusque-là. Je voulais me permettre une petite incise parce que je trouvais très intéressant la partition qui est jouée justement par la gauche et la droite dans ce spectacle, dans ce théâtre de récupération politique. Finalement de quelque chose qui est plutôt un fait divers qu'un réel problème de société à résoudre.
un problème systémique, comme quoi la police en fait serait violente par nature, raciste par nature et tuerait par nature. Voilà. Ou le pendant effectivement de droite qui dirait, bah vous voyez, les jeunes de banlieue sont des délinquants et ce sont des anti-français, ils sont tribaux, ce sont des maghrébins, des noirs, etc. Ils font la guerre à la France, ils font la guerre à la nation française. Bon, moi je suis plus de l'avis de la droite que de la gauche, mais je remarque quand même que ces deux discours-là, en réalité, ont tendance à jouer le jeu d'une oligarchie mondialiste. Et paradoxalement, on voit que ce théâtre démocratique, en fait, malgré tout, parce qu'on fait jouer les partis de récupération politique, malgré justement un phénomène de centralisation du pouvoir dernièrement, d'un État de plus en plus policier, centralisateur et dictatorial, eh bien ce théâtre en fait joue exactement son rôle, joue son rôle partitionnaire, enfin son rôle de démocratisme, je dirais, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est là où je voulais en venir. En ce moment, je suis en train de lire Mes idées politiques de Charles Maurras. Et Charles Maurras est très critique de la démocratie à la française, née de la Révolution de 1789. Il en est très critique, notamment par le fait que le pouvoir devient plus impersonnel et que finalement chacun dans ce jeu démocratique joue un peu sa partition, joue un peu son rôle et finalement a tendance à éclater en fait le pouvoir qu'on n'arrive plus à viser correctement. Alors merci Macron, on arrive à te viser parce que tu as tellement cette aura de dictateur finalement que et puis de toute façon la France ayant un héritage monarchique, on sait où est le pouvoir, mais encore que le pouvoir n'est pas à l'Élysée, il est plus haut, mais malgré tout, ou plus bas d'ailleurs, hein, mais malgré tout ce spectacle démocratique autour de ce fait divers montre effectivement que chacun jouant sa partition, eh bien, chacun a son rôle et finalement montre que le pouvoir est assez impersonnel. Et j'aimerais enchaîner sur ce parallèle entre finalement ce fait divers autour du jeune Naël et l'affaire George Floyd, c'est-à-dire l'histoire d'un noir américain, autre fait divers, qui se fait tuer par la police. Et de toute cette récupération politique de gauche des démocrates américains qui ont fait finalement monter la sauce, qui ont mis l'huile sur le feu pour justement mettre à mal la suite en fait de la présidence Trump et finalement faire perdre Donald Trump aux élections, même si je pense qu'il y a eu une certaine fraude électorale. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. On voit là que le pouvoir finalement est très éclaté, très diffus, dans cette espèce de démocratisme où on ne sait plus vraiment viser le pouvoir, parce que Black Lives Matter, c'est une création de George Soros, qui est un milliardaire, un oligarque financier très très puissant, et qui est très lié aux démocrates, puisqu'il a financé abondamment la campagne de Joe Biden aux dernières élections. Et donc c'est Soros finalement qui crée un monstre qui est Black Lives Matter, qui va permettre aux démocrates de reprendre le pouvoir en quelque sorte. Et bien là, alors là on n'est pas dans le même cas de figure, mais on voit finalement cette utilisation politique dans une espèce de jeu démocratique autour des partis, qui fait qu'on va par l'argent, par la démagogie gauchiste, eh bien finalement faire tomber un président par un simple fait divers. Et donc c'est là où on voit que le pouvoir finalement il n'est pas tant dans la main d'un homme, comme c'est le cas dans les despotismes ou dans les dictatures, mais dans les mains d'une oligarchie, c'est-à-dire d'une minorité surpuissante, mais qui diffuse son pouvoir un peu partout, même dans les couches inférieures. Et on le voit, et c'est très, très parlant avec Black Lives Matter, parce que Black Lives Matter, c'est pareil, c'est des racailles, ou enfin, il y a beaucoup de racailles, en fait, ou juste des gens de couleur, mais qui sont pas forcément
Enfin, c'est une petite organisation, quoi, mais qui s'allie objectivement avec l'homme le plus puissant du monde, ce qui a permis de faire élire l'ancien vice-président d'Obama, cette espèce de crapule qui est Biden, et donc qui a permis de refaire élire ce pouvoir profond américain. Donc on voit encore une fois, on voit cette alliance objective entre la racaille du bas et la racaille du haut, que ce soit en France et aux États-Unis, et on voit que le pouvoir finalement, il est pratiquement autant dans les mains d'une Assa Traoré, qui fait partie de la Fondation Rothschild au passage, que dans les mains d'un Emmanuel Macron, même si c'est un pouvoir qui est à nuancer, enfin qui est à des degrés différents. David de Rothschild a bien plus de pouvoir qu'Assa Traoré, mais Assa Traoré a plus de pouvoir que moi finalement. Assa Traoré participe de ce pouvoir oligarchique. Voilà, donc c'était tout pour ce coup de gueule. Une chose très importante, Macron a besoin de la guerre. Macron avait besoin du Covid, il avait fait passer ça comme une guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Ce qui lui a permis de mettre en place des mesures liberticides complètement hors sol et hors sujet, parce que cette pandémie était une fausse pandémie. Je renvoie à l'excellent livre du statisticien Pierre Chaillot, dont j'ai vu la conférence à la librairie Toi Roman récemment, d'utilité publique, Pierre Chaillot. Il explique que tout le Covid était une mascarade, hein, clairement. Tout ça est une mascarade. Mais par les chiffres, par des choses qui sont factuelles. Donc, Macron, Covid, nous sommes en guerre, ça lui a permis de mettre tout un tas de mesures, donc de renforcer l'appareil en plus policier de l'État. Hein, on passe du libéralisme libertaire de mai 68 à un libéralisme sécuritaire, comme le dit Soral, justement. Faut le savoir. Donc un État policier. Et là, il va profiter de cette ambiance de guerre civile pour mettre peut-être en place un couvre-feu, qui sait, les cinémas, tous les festivals, les concerts, déjà, ils sont fermés, ils sont à partir de 21h, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, en termes de cinéma, de concerts, de festivals, tout est annulé, hein. Tout est annulé par l'État. Et Macron, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, puisque c'est la faute des réseaux sociaux, parce que en fait, les réseaux sociaux enveniment la situation, on va pratiquer une censure des réseaux sociaux. Mais nous prendrons dans les prochaines heures, et nous avons commencé à l'organiser, plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Voilà, comme ce qui a été fait pendant le Covid, on serre la vis, on a un État qui est de plus en plus policier, un État qui pratique de plus en plus la censure, et un État dans lequel on a de moins en moins de liberté publique. Et tout le monde sera d'accord avec moi, il y aura un consensus pour dire que le 49.3 qui a été utilisé pour la réforme des retraites, il est tellement antidémocratique qu'il est même plutôt dictatorial et tyrannique. Alors, dictature, tyrannie, c'est pas la même chose, mais voilà. Voilà pour le coup de gueule. Bon, c'était complètement improvisé, donc c'était pas très construit. Mon argumentation n'était pas terrible, ça partait un peu dans tous les sens. Mais je voulais absolument faire cette vidéo parce que merde, je veux un petit peu qu'on comprenne ce qu'il est en train de se passer dans notre pays, notre chère nation. Parce que moi, en tant que patriote, ça me fait mal, tout ce qui se passe. On est mal, on est vraiment mal. Sous ce gouvernement, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'on est en train de vivre depuis 10 ans. Ou en tout cas, je ne vais même pas parler des quinquennats Sarkozy, Hollande, Chirac, etc., mais qui étaient tout aussi catastrophiques. Mais les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vit depuis un peu plus de 5 ans, depuis que Macron est au pouvoir. C'est un gouvernement du chaos, c'est un gouvernement de division. C'est un gouvernement qui pratique la censure, qui pratique le recul des libertés publiques, qui bafoue même
les articles constitutionnels les plus essentiels dans la République française, notamment l'article 1. J'en avais parlé quand Macron avait mis en place ce pass sanitaire par son fameux discours du 12 juillet. Je renvoie à la vidéo que j'avais faite, première de ma chaîne, je crois. Mais on l'a réélu. Mais ça va rentrer. Les Français, le peuple français en général va comprendre. Là, on va comprendre, on va finir par comprendre. À un moment donné, à un moment donné, on va finir par comprendre ce qu'on a laissé faire. Voilà. On va finir par comprendre le monstre qu'on a mis au pouvoir. Le monstre qui sert les intérêts, bien entendu, d'autres monstres plus puissants que lui. Hein, parce qu'il a été placé, Emmanuel Macron. Parce que nous sommes sous la gouvernance des Rothschild, hein, faut bien le comprendre. Faut bien le comprendre. Macron est le bras droit de Rothschild. De David de Rothschild, pour être plus précis. Nous sommes sous la gouvernance des Rothschild. Sous la gouvernance du WEF, hein, du Forum économique mondial, sous la gouvernance, en gros, pour faire très simple, du grand capital mondialisé. Enfin, occidental. Hein. Donc voilà, du pouvoir profond américain, etc. Par l'OTAN, par l'Union européenne, par la Commission européenne, avec cette folle de Yen, là, Van der Leyen. Oh putain! Je suis de 143! Mais on va... Je pense que le peuple français va finir par comprendre. Je pense. Ça viendra. Ça viendra avec tous les événements qui se passent. Malgré ce rouleau compresseur de propagande médiatique et d'ingénierie sociale qui est fait dans les cerveaux du peuple, je pense qu'à un moment donné, ce dernier va comprendre ce qui est en train de se passer, que c'est plus possible, que ce président-là doit être destitué, qu'il doit démissionner, qu'on doit le virer, Regardons l'état de la France. Regardons l'endettement de la France. Macron n'arrête pas de parler de réindustrialisation, c'est le président de la désindustrialisation, de l'affaire Alstom. Est-ce qu'on doit le rappeler? Qui était en charge de ce dossier au moment où il était ministre à Bercy, sous François Hollande. On va finir par comprendre, mais on va morfler. On va morfler pour comprendre, on va vraiment morfler. Allez, j'arrête là.